On passe à Isabelle Célestin, qui connaît déjà le CREG pour être déjà venue parler devant vous. Ben écoute, je te laisse te présenter et faire ton topo. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je vais poursuivre sur l'expérience justement de l'IFPPC à la demande de Fernand Vicari, que je voudrais remercier, et le CREG également pour me donner la possibilité de parler de cette expérience. Et il y a 5 ans, effectivement, j'étais venue ici et j'avais rencontré différents gastro-entérologues, le professeur Sabaté et puis son équipe. Et depuis 5 ans, donc on a travaillé sur des parcours en santé intégrative pour les patients qui sont atteints du syndrome de l'intestin irritable, et puis pour des patients qui présentent différents problèmes Mickey. Et donc je vais vous parler donc de notre expertise, de notre expérience dans les centres IFPPC CAMKIS. Je vais aborder l'intérêt de la santé intégrative pour les pathologies chroniques. Ce sera vraiment en complément de ce qui a été dit auparavant. Et puis axer sur cette expérience vraiment de façon clinique de ces parcours de santé intégrative qui sont proposés aux patients depuis 5 ans. Alors, pour reprendre les définitions, la santé intégrative, le rappel important, c'est qu'on intègre le meilleur des soins de la médecine conventionnelle et ceux des thérapies complémentaires. Alors bon, c'est cette image-là qui, vous voyez juste le haut de l'image, c'était aussi pour axer sur le fait que la santé intégrative, c'est bien sûr l'intégration des pratiques complémentaires, on verra lesquelles là dans les parcours que je vais vous décrire. C'est aussi réfléchir aux ingrédients communs entre ces pratiques, très important. C'est la coordination entre ces pratiques, comment on coordonne entre la médecine conventionnelle, entre les différents acteurs et les praticiens de pratiques complémentaires. Et puis c'est la force de la relation qui va être importante et la force de la collaboration. Quand on voit l'ambiance du film qu'Alain a montré, on voit qu'il y a une énergie et qu'il y a un travail aussi qui est fait relationnel, qui va être très important. Nous, on applique la même chose. On considère que les différentes techniques qui vont être proposées vont avoir un impact sur une inflammation au niveau de l'estomac, du tube digestif, mais vont aussi être basées sur la force de la relation entre le praticien qui le propose et le patient. Alors la santé, je ne sais pas comment on peut revenir en arrière. Normalement, là j'avais un schéma. Bon, que je vais vous décrire alors le schéma s'il n'apparaît pas. En fait, forcément, quand on travaille en équipe autour des pratiques complémentaires, c'est important de réfléchir à comment on va proposer un parcours en santé intégrative. Quelles vont être les portes d'entrée? Est-ce que ça va être par le praticien de pratiques complémentaires? Est-ce que ça va être par le médecin? Et qu'est-ce qui va être proposé? Le schéma qui n'apparaît pas sur la diapo d'avant est un schéma où on a synthétisé. En fait, il va y avoir d'un côté le style de vie du patient, il va y avoir les pratiques complémentaires qui sont proposées, il va y avoir la médecine conventionnelle. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre en mouvement tous ces aspects-là, parce que le style de vie aussi du patient, ça va être toute la question de la prévention, va être quelque chose d'essentiel. Et puis à l'intérieur donc de cette roue, de ce cercle, il va y avoir plusieurs pratiques qui sont proposées, et il va y avoir des intentions et des objectifs qui vont être proposés. Tous les patients ne vont pas réagir, ça vient d'être dit là à l'instant dans la question, ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des patients qui vont avoir besoin de travailler plus sur le mental et qui vont avoir besoin d'arriver à avoir des techniques pour se déstresser. D'autres patients qui vont être plus orientés sur une gestion de la fatigue
parce qu'avoir une problématique chronique va générer de la fatigue. On l'a entendu aussi tout à l'heure, des troubles du sommeil. Il y a des outils qui vont être très intéressants pour justement travailler sur cette gestion de la fatigue, les troubles du sommeil. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment ce travail sur la sensation elle-même, l'inconfort, la douleur. Et là, il y a encore d'autres types d'outils pour cela. Ce qui paraît très important quand on écoute les patients, quand on les voit et quand on les entend dans nos groupes là, à l'IFPPC, c'est l'impact finalement d'une pathologie chronique, l'impact du syndrome de l'intestin irritable ou d'une maladie de Crohn. Il va y avoir ce que le patient perçoit, mais il y a l'implication aussi, bien sûr, dans sa vie de tous les jours. Il va y avoir plus d'isolement, moins de sorties. C'est comme si le symptôme allait finalement sortir le patient du mouvement habituel de la vie. Et tout le travail, ça va être justement de voir quel va être le meilleur axe, la meilleure possibilité pour remettre le patient justement dans le mouvement habituel de sa vie. Alors dans nos centres, nous travaillons sur, toujours à partir de la clinique, donc je décrirai un petit peu plus les centres tout à l'heure. Nous avons des cliniciens qui sont médecins, infirmiers, psychologues. Nous recevons en individuel ou en collectif. Et quand c'est en collectif, bien sûr, c'est toujours très intéressant parce que ça permet aussi aux patients de sortir de l'isolement que le symptôme peut créer. Et notre réussite, c'est à la fois que les patients s'autonomisent et des outils qui leur permettent de faire face à la douleur, à l'inconfort, à la fatigue, aux troubles du sommeil, etc. Mais aussi que les patients se remettent aussi dans un contact avec d'autres personnes. Et on voit souvent, après la 2e ou 3e séance collective, pour nous, c'est gagné quand ils commencent à prendre rendez-vous et se retrouver, par ailleurs, même en dehors de ces ateliers. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Bien sûr, la recherche va être importante. Tous les travaux qui sont sortis et qui régulièrement montrent l'intérêt d'une pratique, comme l'hypnose, la méditation, comme l'APA, l'activité physique adaptée, on se tient au courant et on participe à des recherches. Tous les travaux qui ont été faits par le professeur Bonaz sur l'auto-hypnose, par exemple, tous les travaux aux États-Unis, à l'université de Duke, en Caroline du Nord, aussi sur ces questions-là, avec qui d'ailleurs on a une collaboration. Donc la recherche va être importante. La formation, le fait aussi que tous nos praticiens vont être formés, non pas seulement à une pratique, mais aussi à la santé intégrative. Comment on combine des pratiques entre elles, comment on travaille aussi ensemble en bonne intelligence. Et donc ces formations, elles vont être importantes. Et comment aussi amener des experts dans ce domaine-là à proposer la santé intégrative. Parce que c'est pas la même chose quand on a quelqu'un qui est spécialiste, par exemple, de la gestion du stress ou en psychiatrie. C'est pas la même chose quand un patient a une pathologie chronique, douloureuse, inconfortable. L'accompagnement en santé intégrative doit aussi s'ajuster, justement, et le praticien doit avoir une bonne connaissance dans ce domaine. Et puis, comme ça a été dit par Véronique Mondin ou par Alain, on travaille dans un contexte, donc on a créé un think tank, un groupe de travail, une association qui s'appelle Health United, s'unir autour de la santé, où on mélange, on associe dans différentes régions, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, différentes régions, mais aussi en Europe, et en collaboration avec différentes structures. On associe donc la réflexion et des patients qui, eux, vivent l'expérience, des chercheurs qui vont travailler sur la question, des cliniciens, bien sûr. On a des pharmaciens, on a des mutuelles, parce que vous avez bien compris que pour arriver à créer quelque chose, il faut aussi pouvoir trouver, dans certains cas, des financements, et puis des directeurs de structures. Alors, comme vous pouvez le voir, donc nos centres, là je vais axer un petit peu plus sur la clinique, mais nos centres de santé intégrative, ils vont se baser sur la clinique. Nous avons 2 centres déjà déployés donc sur Paris dans le 13e, et puis dans un désert médical, dans un lieu rural, donc très intéressant aussi de travailler avec cette expérience, donc dans le 28. Et puis plusieurs autres centres qui sont en train de se créer, donc dans le Loiret et sur l'île de la Réunion. Nos centres vont permettre les accompagnements en individuel, mais aussi en groupe. L'enseignement et la formation, pour nous, c'est très important qu'il y ait un enseignement fait par des professionnels de santé ou de la santé intégrative, c'est-à-dire des experts dans une pratique qui vont pouvoir aussi transmettre comment on adapte,
Pour quelqu'un qui a un trouble fonctionnel intestinal, comment on va adapter l'utilisation de l'hypnose, de la méditation, même l'activité physique adaptée, le yoga, qu'on ne pourra pas faire de la même façon si on est douloureux ou inconfortable que dans les moments où il n'y a pas la crise. Et l'enseignement et la formation, donc nous intervenons aussi donc dans les hôpitaux et dans différentes structures, et avec tout un déploiement de healthcare, avec une action donc au sein de services de santé, mais aussi en entreprise, parce qu'effectivement, dans la notion même de care management, il va y avoir aussi une réflexion comment on peut prévenir le plus possible par rapport aux inévitables stress, de toute façon liés à la vie d'entreprise et la vie de groupe, comment on peut proposer des façons de vivre ou des outils simples à mettre en place. Simple, on verra que c'est vraiment quelque chose de très important pour que ce soit mis en place. On s'appuie sur la recherche et la collaboration universitaire. Alors les diplômes universitaires, très important d'en parler à midi avec Fernand. Il faut arriver à confronter aussi ce qu'on met en place, justement, à ce cadre de réflexion scientifique et universitaire. Et donc, ça fait 12 ans qu'on a développé à l'hôpital de Bicêtre, enfin, l'Université Paris-Sud, un diplôme universitaire en santé intégrative qui s'est ensuite combiné à la partie universitaire sur l'île de la Réunion et puis d'autres régions qui nous rejoignent en 2024 pour pouvoir acculturer des professionnels de santé à la santé intégrative en fonction aussi de la casquette qui est proposée. Donc on a des oncologues, on a des gastro-entérologues, on a des pharmaciens, on a des spécialistes de la douleur aussi qui viennent, des infirmières, on a à peu près tout le monde francophone qui vient, que ce soit du Maghreb, que ce soit le Luxembourg, la Belgique. Donc ça crée aussi une communauté qui est très intéressante. Et puis à partir de mars, on aura le DU au CNAM de coordination de santé intégrative qui est impulsé. Donc on coordonne avec Alain Toledano et qui là est plus sur comment on organise tout ça avec les associations de patients, avec les patients, avec les chercheurs. Le CUMIC qui a été cité et qui est un groupe de travail avec des universitaires où justement nous réfléchissons comment on intègre et surtout on ne fait pas que réfléchir, on agit, comment on intègre, notamment en 5e année de médecine, une UE sur la santé intégrative et comment on va plus loin. Il y a une tribune qu'on a sortie il y a quelques semaines, il y a 10 jours, qui est parue dans Le Monde pour expliquer voilà, l'enjeu de la santé intégrative. Puis l'alliance qui a été montrée par Véronique Mondin tout à l'heure, il y a tout un contexte. C'est pas quelque chose qui démarre, la santé intégrative, c'est quelque chose qui est là et il y a une synergie qui apparaît. Et pour nous, c'était important qu'il y ait une création d'une communauté scientifique, donc avec l'association Health United, et un label qui s'appelle le label Human First, avec une revue en ligne, et puis il y a aussi la revue Hegel qui fait beaucoup en version papier et en ligne, je crois aussi, et puis des colloques. Le prochain que nous allons organiser sera sur Paris les 2 et 3 juin prochains. Alors j'ai mis en photo, vous pouvez voir l'université de Duke, on a une collaboration avec cette université. Adam Perlman, qui a été cité tout à l'heure, l'a dirigé il y a quelque temps. Et donc nous avons mis en place cette collaboration parce que c'est vrai que ça fait 25 ans à Duke, à la fac de médecine, qu'ils ont déployé des choses très intéressantes dans ce domaine-là. À droite, on ne voit pas très bien, mais c'était dans les pays de l'Est, toutes les formations qui ont été faites là-bas, parce qu'il y a aussi un déploiement dans les pays de l'Est. Là, c'était en Russie, autour de la santé intégrative, notamment en psychiatrie. Vous voyez en bas, ça c'est la collaboration avec l'université de Benares en Inde, où la réflexion avec les médecines traditionnelles, comme l'Ayurveda, va permettre aussi d'avancer dans cette réflexion. Et puis vous avez la photo de l'Institut Raphaël, puisque les collaborations, bien sûr, se font aussi en France et en proximité. L'idée, c'est de pouvoir rassembler toutes les structures inspirantes et tous les lieux, toutes les actions qui sont menées par les professionnels, les associations de patients, et puis de donner une visibilité à tout ça, parce qu'il y a des choses magnifiques qui se font en gastro ou en onco, et il n'y a pas forcément le lien et la discussion, la connexion qui apparaît pour savoir ce qui s'est passé. Alors nos centres de santé intégrative,
en fait, ont commencé à émerger, et l'idée a commencé à émerger à partir du modèle du déploiement de la prise en charge de la douleur. Moi, j'ai travaillé 30 ans en tant que thérapeute, et puis 25 ans en centre antidouleur, alors à l'hôpital Trousseau, et puis ensuite à Bicêtre. Et la création, par exemple, du Centre national de ressources sur la douleur est un modèle pour la santé intégrative que nous suivons, et puis les diplômes universitaires, et ensuite la création de l'Institut de pratique psychocorporelle. Pour nous, ce qui est important, c'est le lieu. Il y a une structure, il y a des lieux, on peut se retrouver à Paris, en province, en métropole, hors métropole, mais aussi la construction d'une dynamique de réseau. Pour nous, ça c'est quelque chose de très important, avec un groupe de réflexion, de recherche, d'expérimentation sur le modèle du think tank, donc l'association Health United. Pourquoi ? Parce qu'il y a des recherches, il va y avoir des expériences cliniques qui sont passionnantes, inspirantes dans un domaine, mais on n'est pas au courant dans un autre domaine, parce qu'on fonctionne beaucoup en silo. Il y a des expertises de patients qui sont très intéressantes et qui restent parfois dans les associations de patients. Et l'idée, c'est de mettre en contact toutes ces données et là où ça fonctionne bien. Et ce qui est scientifique, c'est pas simplement dire ce qui fonctionne bien. Quand par exemple une recherche montre qu'une pratique paraissait une bonne idée et que finalement, quand on l'a mis en place, c'est pas si intéressant pour les patients, parfois justement il y a des recherches qui ne montrent pas ce type de résultat. D'un point de vue scientifique, c'est très important aussi de dire bon voilà, on a pensé que c'était une bonne idée, finalement ça ne marche pas si bien cette pratique. C'est de l'information pour éviter que tout le monde dans chaque région ou dans chaque discipline refasse en fait la même étude, ce qui nous semble aussi important. Alors l'association, comment nous fonctionnons? Donc c'est un centre, nous allons vers la création d'un centre de ressources en santé intégrative pour donner de la visibilité, pour échanger autour de la recherche et pour associer donc les différents acteurs de la santé. Nous travaillons à partir d'un réseau territorial de santé intégrative avec la création d'une communauté pluridisciplinaire dans chaque région, maintenant métropole et hors métropole. Nous travaillons aussi avec d'autres pays européens, donc la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Ukraine, avec nos collègues en exil, et puis l'Espagne. Très intéressant de voir la créativité aussi dans les autres cultures, avec des systèmes de santé qui sont différents. Nous travaillons aussi avec une évaluation terrain. On mesure donc annuellement le niveau de maturité de santé intégrative au niveau de tous ces groupes, et avec des événements pour partager les colloques, les articles scientifiques, les projets. On s'appuie sur la science, mais aussi sur la clinique. Qu'est-ce qui fonctionne? Quel est le retour patient? Quel est le retour des chercheurs sur telle ou telle pratique ou tel parcours? Et on a fait aussi appel à une jeune start-up qui labellise avec un niveau de certification intéressant et qui, justement, permet de labelliser des structures. L'Institut Raphaël, notamment, a été labellisé. Là, on a la première CPTS en milieu rural aussi qui est labellisée, des pharmacies, parce qu'en fait, la demande qui vient du baromètre, que vous voyez là au milieu, des patients et des professionnels, c'est de savoir mais à qui on peut adresser, en toute sécurité, en meilleure sécurité, qui est spécialiste de la pathologie. Parce que c'est pas pareil d'envoyer un psychiatre quelqu'un qui va avoir une douleur chronique, un spécialiste qui va être spécialiste de la douleur chronique et qui peut proposer un accompagnement, un parcours ou une pratique. Et donc le label permet d'identifier les pharmacies, les structures hospitalières, privées, les CPTS, qui vont fonctionner en santé intégrative avec un médecin donc dans le circuit. Alors l'écosystème de la santé intégrative a été montré tout à l'heure dans le cadre de l'Alliance, mais ça va même encore plus loin. Moi, je vais montrer le nôtre. Donc, vous voyez, il y a l'association, il va y avoir les connexions avec la labellisation, il va y avoir les connexions avec les centres de recherche. Il y a beaucoup d'unités INSERM qui s'intéressent à ces questions-là. Vous voyez le CNAM également. Il va y avoir des associations de professionnels, l'Alliance, le MAPAR par exemple, nous travaillons main dans la main avec l'association des anesthésistes réanimateurs et d'autres institutions. Donc à partir du terrain, des groupes, c'est-à-dire que la problématique n'est pas la même à Paris que quand on est dans un désert médical.
les patients vont avoir besoin de quoi? Si on dit par exemple qu'il y a une étude qui sort, bah oui, l'hypnose va être une bonne pratique et l'auto-hypnose, mais au fin fond de la Creuse ou au fin fond de l'Eure-et-Loire, on n'a pas forcément un hypnothérapeute. Donc il faut aller trouver des sophrologues, il faut aller trouver des spécialistes parfois de la méditation. On est sur une pratique qui va être proche et on peut proposer quelque chose qui va permettre aux patients d'avoir un véritable suivi. Puis ce qui va être important aussi, dans les groupes territoriaux, on identifie quel est le professionnel qui peut être plus spécialiste, par exemple, des troubles fonctionnels intestinaux, des MICI, et puis aussi, quel est le spécialiste qui est remboursé? Est-ce qu'il y a des parcours qui sont remboursés? Parce que comme ça permet aussi de guider les patients de la meilleure façon possible. Voilà, donc ça c'est un élément sur le label, donc qui a commencé avec une dizaine de services hospitaliers, des EHPAD, des professionnels libéraux, des maisons de santé, les pharmacies et des réseaux de santé en santé intégrative. Alors, comment un patient qui a un trouble fonctionnel intestinal ou qui a un problème en gastro-entérologie, mais de façon générale, comment un patient qui a une pathologie chronique est suivi dans nos centres? En fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y aura toujours un médecin dans le circuit, parce qu'il faut qu'il y ait un diagnostic. Et donc, le patient qui arrive, on vérifie qu'il y a bien eu un diagnostic. Et donc, il va y avoir une demande, parfois, à partir d'une pratique psychocorporelle. Très souvent, ça va être l'hypnose, le yoga, la méditation, les massages, le qigong. Et nous, notre but, c'est d'autonomiser et de pouvoir proposer un apprentissage de cette pratique. Quelle que soit la pratique, nos techniques ne sont pas juste d'utiliser une pratique, mais de transmettre des outils pour que le patient soit autonome, apprenne un petit automassage et une petite pratique de yoga, ou une pratique d'auto-hypnose. La deuxième possibilité, nous avons intégré 2 médecins dans chacun de nos centres qui font des consultations en santé intégrative. Et ces 2 médecins vont aider à la construction d'un parcours intégratif où il va y avoir plusieurs pratiques psychocorporelles qui sont proposées. Parce qu'on voit que les études vont montrer que l'activité physique adaptée va être essentielle pour remettre en mouvement le patient. Des études qui montrent que l'hypnose va permettre de calmer le stress ou d'agir sur la fatigue ou sur la douleur. C'est important qu'il y ait une diététicienne, par exemple, dans le circuit. Donc le parcours va être créé en fonction de la pathologie, mais aussi en fonction des attentes du patient. Il y a des patients, si on leur parle d'hypnose, ça leur dit rien du tout. Par contre, sophrologie, ça leur plaît plus. Donc voilà, le parcours va être construit, où on a une troisième possibilité, ce sont les ateliers de santé intégrative, où là, il y a un effet qui se coule, il y a la pratique, plus l'effet du groupe. Et donc, par exemple, les patients qui vont souffrir de pathologies comme les troubles fonctionnels intestinaux et autres pathologies MICI, vont très souvent se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce qu'ils vivent. Il y a un petit échange au début et chacun dit « mais alors, voilà, moi je suis vraiment gêné de ceci ou j'ai ce problème de fatigue ». Il y a un effet à la fois de la pratique, mais il y a aussi un effet de la relation dans le groupe qui va être très, très importante. Alors, les parcours que nous proposons autour des pathologies chroniques et qui ont été testés, bon, ce sont les parcours en soins palliatifs avec le réseau Ensemble et la Maison des Aînés. Ça fait 6 ans que nous proposons. Donc, nous avons des praticiens qui vont à domicile et qui s'occupent donc des patients en soins palliatifs ainsi que des aidants. Et il y a une prise en charge, c'est-à-dire que les patients ne payent pas, les aidants ne payent pas. Alors on a réussi à mettre en place 4 séances qui sont totalement prises en charge, parce qu'on sait que pour les aidants aussi, c'est pas simple. Et donc ce parcours, c'est un parcours qui est fait à la fois d'hypnose pour soulager l'angoisse, pour soulager la douleur, et puis aussi un parcours de socio-esthétique par rapport à l'image de la personne, et puis un parcours aussi autour de pratiques respiratoires. Le parcours APSI, donc nous travaillons main dans la main en collaboration donc avec l'APSI, qui est l'association des patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. Et ça fait 5 ans, donc on travaille avec cette association, et nous proposons ce que je vais décrire juste après, donc des ateliers autour de l'hypnose, autour de la méditation, une transmission d'outils. Puis les autres parcours que nous proposons et qui sont pris en charge, justement cette CPTS qui vient d'être labellisée par Human First, prend en charge complètement avec l'ARS
une mutuelle qui est la mutuelle agricole, la MSA, mutuelle de santé agricole. Les patients vont avoir 12 séances prises en charge pour des questions d'obésité, pour des questions de diabète, de dépression ou de douleur. Et ça, c'est un partenariat avec cette CPTS qui marche très bien et ça fait 3 ans. À chaque fois, on propose les suivis, on évalue et on garde les pratiques qui sont bonnes et les praticiens qui vont pouvoir travailler aussi en coordination les uns avec les autres. Et donc, par exemple, on a fait une étude avec eux où on a vu sur des groupes qui étaient prédiabétiques, si pendant 2 ans, le groupe prédiabétique s'était randomisé, un groupe donc restait dans les activités habituelles et un groupe bénéficiait du parcours de santé intégrative. On a de l'APA, activité physique adaptée, de l'hypnose, de la sophrologie et la diététique. En fait, le groupe qui a fait ce parcours a déclenché 2 ans plus tard le fait de rentrer en diabète. Donc intéressant de voir que les parcours permettent de ralentir, permettent aussi de la prévention. Et puis pour les douleurs, on a le VA, on évalue et on voit effectivement que les patients non seulement arrivent à moduler les douleurs qu'ils peuvent avoir, mais aussi le fait de répéter les séances quand ils vont un peu mieux leur permet d'avoir moins de crises. Par exemple, si c'est des migraineux, on a des patients qui ont la drépanocytose ou des patients qui vont avoir des douleurs liées justement aux problèmes en gastro-entérologie. On voit qu'il y a moins de crises qui apparaissent quand ils sont autonomisés. Et c'est tout notre art justement d'autonomiser les patients. Alors pour arriver justement au travail avec nos collègues gastro-entérologues, le partenariat avec l'APSI, donc nous avons mis en place des ateliers d'auto-hypnose et de méditation. Et ces ateliers permettent pendant 1h30 de bénéficier d'une séance d'hypnose et ensuite de pratiques d'auto-hypnose. Donc il y a eu une étude qui a été faite et qu'on a diffusée, qui était en collaboration avec l'équipe du professeur Sabaté et avec l'APSI, qui a montré qu'en fait, il y avait une amélioration lorsque les patients, justement, intégraient l'auto-hypnose, quand ils ont une pratique comme une petite routine de vie. Alors évidemment, que ce soit en auto-hypnose et en méditation, on ne leur apprend pas des pratiques qui vont durer 1 heure. Ils vont bénéficier d'1 heure de séance, mais à l'issue, ils apprennent une technique qui les fait rentrer en 2 minutes en état d'hypnose, qui leur permet, ou en état méditatif, qui leur permet de se poser, qui leur permet de se sentir plus confortable. Et en fait, c'est ça qui va avoir le plus d'impact que simplement un suivi. C'est vraiment l'autonomisation. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des groupes de soutien qui se mettent en place, que ce soit les groupes d'auto-hypnose ou les groupes de méditation, en dehors même de la technique, les patients se retrouvent et partagent des moments où ils n'ont pas une casquette de patients. Ils se retrouvent pour faire des activités qui n'ont rien à voir avec le problème de gastro-entérologie. Et ça aussi, ça nous semble être vraiment une piste plus qu'importante, sortir de la casquette de la pathologie pour se remettre dans le mouvement de la vie. Alors si on regarde, pour juste traduire quelques instants ce que disent les patients, en fait, quand on les écoute, ce qu'ils nous disent, c'est que le problème qu'ils ont avec les Mickey, avec les TFI, ça va être comme si le monde, à un moment donné, se réduisait là où on est inconfortable, là où on a mal. Ça, même si on n'a pas ce type de problème, quand on a eu une douleur, on sait très bien comment ça fonctionne. Il peut y avoir plein de choses positives. On peut avoir une soirée prévue tout à l'heure, être très heureux d'aller à la soirée, savoir qu'on a des amis, avoir de bons projets. Quand on a mal, tout ce qui nous anime et tout ce qui nourrit en fait ce que l'on est va disparaître. Toute l'attention va être portée là où il y a un inconfort, là où il y a de la douleur. Et donc tout le travail pour nous, dans ces groupes, c'est de trouver le moyen de ramener le patient à ouvrir à nouveau ses perceptions, à se reconnecter à ce qui l'anime. Donc quand les patients se retrouvent pour aller faire de la photo ensemble après, pour se retrouver, pour aller partager un week-end, là on sait qu'on a remis en mouvement. Et puis on peut regarder aussi qu'en fonction de la pathologie, en fonction de la personnalité, on a des personnes, la douleur ou l'inconfort va modifier la perception du corps, va modifier la perception des autres et va modifier la perception du monde. Donc on a des patients, par exemple,
modification de la perception du corps. Ils ne parlent plus que de l'intestin, et c'est bien normal, parce qu'ils vont avoir justement cette perception permanente à l'esprit. Tout le travail est de les remettre dans un autre type de mouvement. Il y en a qui vont être plus grincheux, qui vont être plus désagréables, ou qui vont s'isoler, parce que ça modifie aussi le rapport aux autres. Puis ça a été évoqué, même le rapport à la sexualité, bien sûr, qui va être modifié. Puis le rapport au monde, des gens qui ne voient plus le potentiel et qui sont complètement enfermés dans leurs problématiques. Et donc, en fonction de comment le patient se situe, c'est là où on va proposer différentes pratiques. Et puis, donc, nous travaillons en partenariat aussi avec Fernand Vicari, avec le professeur Bonaz, sur une formation, justement, d'hypnothérapeute à la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable dans toute la France pour l'association APSI. Parce qu'on a mis en place, pendant la période Covid, proposition en Zoom, mais il y a une demande effectivement dans les différentes régions. Et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant d'être formé à l'hypnose, par exemple, ou à la santé intégrative. Il faut qu'il y ait un apport aussi de la spécificité qu'on peut trouver en gastro-entérologie. Voilà notre équipe, la version hiver, la version été. Donc on est en groupe sur différents centres et puis on travaille en réseau. Vous voyez Adam Perlman qui fait aussi partie de l'équipe et donc qui est à la Mayo Clinic maintenant, nos collègues des pays de l'Est, des pays européens et puis nos formateurs. Et puis là, ce sont donc les groupes, les voyages que nous faisons d'études. Là, c'était en Inde, dans des structures qui vont prendre en charge aussi des patients qui ont ce type de pathologie, pour échanger avec nos collègues, réfléchir ensemble, et puis aussi amener des patients à faire un pas de côté, à se rendre compte que voilà, dans une autre culture aussi, il y a des choses voilà, qui peuvent être proposées, qui peuvent être intéressantes. Alors là, c'est un peu surréaliste. C'était mon avant-dernière photo. En fait, c'était une magnifique vague. C'est la vague de Bellara au Pays Basque. Juste pour... il faut que vous ayez un petit peu d'imagination. Juste pour rappeler que, aussi pour nous, dans ces ateliers, dans ces pas de côté que sont les voyages aussi d'études ou les visites même d'autres centres, pour nous, ce qui est important, c'est aussi de donner des outils qui permettent de tenir droit en temps de crise. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir faire de la méditation, de l'hypnose, de se détendre, par exemple, mais pour nous, c'est utile de transmettre des outils lorsqu'il y a de la douleur, lorsqu'il y a du stress, lorsque la vie va bousculer, que le patient puisse utiliser ces outils et tenir droit. Et donc, c'était pour ça que j'avais choisi l'image du surf. On peut tenir en équilibre, même quand la douleur, l'inconfort est là. Et c'est ça qu'il faut pouvoir transmettre aussi aux patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle pour ce très bel exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas. Donc, je voudrais tirer les conclusions de ces trois présentations en les partageant avec vous. Le principal frein aux thérapies complémentaires, c'est le médecin, et en particulier par ses représentants ordinaux. Et j'en veux pour preuve, et je salue et remercie ici Anne Buisson, l'observatoire qui avait été publié par l'AFA il y a 3-4 ans, je crois, paru au GIFOD, où entre deux poussées aiguës de Mickey, on demandait aux malades « Que faites-vous » 70%, je crois, avaient répondu « On va voir un guérisseur ». Pourquoi? Parce que le médecin n'a plus rien à nous dire, plus rien à faire. Voilà. Et je ne crois pas que tu me contrediras là-dessus. C'était exactement ce qui s'était passé. Voilà. Et donc, quand je vois mon propre parcours, le premier congrès que j'ai voulu faire sur les thérapies complémentaires à Nancy en 2016, j'ai eu sur le dos la Miviludes, le Conseil national de l'ordre, qui ont prévenu le doyen que j'avais parmi nous accepté un orateur médecin qui était un forban, enfin quelqu'un de méprisable. Ce fait que je connaissais le président de la Miviludes, qui était Serge Blisco, le fils d'un chirurgien dentiste de Nancy que je connaissais bien, et je lui ai demandé, enfin Serge, vous l'avez dénoncé? Non, c'est-à-dire qu'on a prévenu le Conseil de l'ordre national en disant que on le marquait à la culotte. Et pourquoi vous le marquez à la culotte? Parce qu'il fait des réunions dans des châteaux.
Alors évidemment, il habitait dans la Loire, il faisait des réunions dans les châteaux, mais ça n'allait pas plus loin. Donc on a décidé à l'unanimité d'accepter ce conférencier. On a invité le président de la Miviludes, on a invité le président du Conseil de l'Ordre, on a invité le doyen à venir le juger sur un plateau sur place. Courage, fuyons, on n'a eu personne. Hein, voilà où nous en sommes. Et je suis un petit peu désolé pour le CREG, il n'y a qu'à voir avec la qualité des présentations qui ont été faites aujourd'hui, l'assistance dans la salle. L'autre conclusion que je tire, qui est plutôt positive à l'heure actuelle, mais pas pour nous libéraux, enfin, j'étais un ancien libéral, c'est que les thérapies complémentaires prennent mieux dans les CHU. Peut-être pour différentes raisons, ne serait-ce que peut-être que la structure hospitalière est plus favorable. Je prends l'exemple à Nancy de mon ami Laurent Perrin-Biroulet, qui est chef de service des Mickey. Bon, à l'occasion de la Covid, il a été privé d'anesthésiste pour les coloscopies, donc il est passé à l'hypnose lors des coloscopies. Puis ensuite, il a trouvé le bienfait de l'hypnose dans les Mickey. Et actuellement, un travail est en train de se terminer avec un de ses chefs de clinique sur hypnose et Mickey. Mon ami Bruno Bonaz de Grenoble communique depuis longtemps également sur hypnose et Mickey. Voilà. Donc je crois qu'au niveau des libéraux, au niveau du CREG, il faut se mobiliser. Et malheureusement, je me souviens que 3 ou 4 années après avoir créé le CREG, quelqu'un m'a dit « t'aurais mieux fait de te casser une jambe ». Donc j'espère qu'il y aura, comment dirais-je, un ressaut auprès de nos confrères pour s'intéresser un petit peu plus à ces thérapies complémentaires qui sont, avec la santé intégrative, l'avenir de la médecine, et pas la solution aux déserts médicaux, mais une contribution à diminuer l'impact de ces déserts médicaux. Je vous remercie, et si vous avez des commentaires éventuellement négatifs sur les commentaires que j'ai fait moi-même, je suis prêt à vous entendre. Merci. Bonne soirée, bon retour.